travail que nous avons d'ailleurs tous les matins, de vous parler justement de ce travail de David contre Goliath. C'est le cas de ce qui se passe actuellement du côté du Mali. Et d'ailleurs, le sujet que nous mettons à l'ordre du jour ce matin, Mali, affaire des écoutes téléphoniques. Pour qui Ado espionne-t-il Bamako? C'est notre grande interrogation de ce matin. Mali, affaire des écoutes téléphoniques. Pour qui Ado espionne-t-il Bamako? Nous nous interrogeons justement pour savoir ce qui se passe derrière, on va le dire comme ça, cet audio qui fait le tour du monde depuis vendredi dernier. Herman Moussinga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tout le personnel de DBS. C'est un grand plaisir de revenir sur ce plateau ce matin. Bonjour à tes milliers de téléspectateurs à travers l'Afrique, car on sait qu'aujourd'hui, la matinale africaine, c'est celle de DBS. Donc, c'est un plaisir et un honneur d'être là ce matin. Merci à vous également, Herman Moussinga, d'être là ce matin. Albert Nathalie ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Giselongos. J'adresse mes vœux les meilleurs à Herman Moussinga, que je n'ai pas revu depuis 2 ans. 2 ans déjà. C'est un plaisir de le retrouver dans le cadre de cette tribune matinale. Il a connu les hauts et les bas, comme tout un chacun. J'ai beaucoup de courage à lui. Je salue les autres co-panélistes que vous allez présenter derrière moi. Je salue toute la chaîne de production de cette tribune matinale qui est désormais culte. Je vous salue personnellement, Steve Giselongos. Je salue le Cameroun, mon pays, où il se passe des choses. Je salue le Mali, l'Afrique. Je salue le monde, parce que ce week-end, nous avons vu que ce que nous menons ici comme combat, ce n'est pas un combat, il ne s'agit pas d'un combat singulier. Partout dans le monde, en Occident et ailleurs, les peuples sont debout pour réclamer leur liberté. Écoutez, Steve Giselongos, mon coup de gueule ce matin, nous irons justement au Mali. Au Mali, où il se passe des deux choses. Les fanfarons de Paris qualifie les autorités de la transition malienne de juntes illégitimes qui posent justement des actions irresponsables. Tiens. Monsieur Steve Giselongos, nous allons rentrer en 2015. Oui. En 2015, feu Ibrahim Boubacar Keïta, sous la pression de monsieur Jean-Yves Le Drian, n'est-ce pas, attribue un contrat, le contrat justement de production des passeports biométriques à la société Ouverture Technologies au détriment de la Canada Banknote qui avait initialement ce contrat sans appel à concurrence. Et je voudrais vous dire que ce contrat qui a été attribué à la société française Ouverture Technologies est un contrat de monopole comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il produit justement les passeports biométriques, les commercialise, et il faut quand même se dire que c'est trop cher. C'est très cher cette affaire-là. Alors, puisque les autorités de la transition malienne sont illégitimes de la vie des fanfarons de Paris, je pense donc que la meilleure action irresponsable que ces autorités devraient poser consiste à résilier le contrat de la société Ouverture dans laquelle Jean-Yves Le Drian a des intérêts et qui est géré par son fils Thomas Le Drian. Donc je pense que dans cette perspective, dans cette foulée, il est question également de revoir tous les contrats, n'est-ce pas, de monopole et exclusif, justement des multinationales françaises qui sont au Mali. Et vous aussi, vous commencez à l'appeler Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Ça commence à bien faire. Edmond Katé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous mes co-panélistes, mais Herman, qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est devenu, Herman? Je comprends rien. Non, il réapparaît, Herman. Il a eu quelques soucis, mais bon. Mais ça fait 2 ans que moi je ne vois pas. 2 ans, non. Vous n'allez pas dire 2 ans, l'année dernière. C'est vrai. Moi, il me semble que ça fait 5 ans. Vous n'allez pas tirer sur Herman ce matin. Non, mais juste pour dire que... Un bout de jingle. Non, l'ancien Premier ministre, Boubou Cissé. Boubou Cissé, non. Le plateau. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de Boubou Cissé dans un instant. Non, mais juste pour dire combien je suis content de le revoir ce matin. Ouais. Et je saisis l'occasion pour lui dire meilleurs vœux 2022. Bonjour à Triple A et bonjour à tous les téléspectateurs de tous ceux qui nous suivent de par le monde, et singulièrement au Mali et en Afrique de l'Ouest plus globalement.
Merci pour l'invitation de ce matin encore, Steve. Merci à vous, messieurs, d'être là ce matin, malgré justement l'action de notre quatrième invité qui a un problème de conjonctivite ce matin. Il s'agit tout simplement de patient parfait d'homme. À lui, nous allons souhaiter prompt rétablissement. Mali a faire des écoutes téléphoniques. Pour qui ado espionne-t-il Bamako? C'est notre grande interrogation. Mali a faire des écoutes téléphoniques. Pour qui ado espionne-t-il Bamako? Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Bienvenue mesdames, messieurs, nous allons faire un clin d'œil à B-Fashion, la marque de l'Afrique. Et bien sûr, ce matin, mesdames, messieurs, le standard sera ouvert pour vous qui nous regardez de par le monde pour participer à cette édition. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, peut-être un peu plus, pour que vous également vous donniez votre avis sur cet audio qui fait le tour du monde depuis vendredi dernier. Mais commençons déjà par donner cette information. Parlons de, il faut dire d'ailleurs, mesdames, messieurs, que la justice malienne a ouvert une enquête sur l'audio de M. Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé. Et bien sûr, on parle d'une ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Séyan pour atteinte aux tentatives d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Support une conversation téléphonique dont l'authenticité en cours de vérification entre deux hautes personnalités dont l'une est malienne en la personne justement de Boubou Cissé. Mesdames, messieurs, on y entend Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé tenir des propos peu élogieux sur les dirigeants de la transition malienne. L'enregistrement présumé d'un échange téléphonique entre le président ivoirien et l'ancien premier ministre malien circule sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier. La bande sonore fait l'objet depuis vendredi d'une enquête préliminaire de la justice malienne pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Le procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako confirme que c'est bien sur cet enregistrement qui dure près de 5 minutes que porte l'enquête qui vient d'être ouverte du côté du Mali. Dans cet audio, on entend Boubou Cissé briefer Alassane Dramane Ouattara sur l'impact des sanctions de la CEDEAO sur l'économie malienne et sur les finances publiques. Les deux hommes discutent en des termes peu flatteurs de la capacité des dirigeants de la transition à tenir ou encore de leurs attentes d'aide de la Russie, jugées pour le moins naïves. Le poids respectif des dirigeants de la transition, notamment du Premier ministre ou du ministre de la Défense, est également au menu de l'échange. D'ailleurs, les deux hommes osent déclarer haut et fort que cette transition ne tiendra pas plus de 2 semaines. L'authenticité de l'enregistrement a été vérifiée et surtout confirmée par la justice malienne. Les voix d'Alassane Ouattara et Boubou Cissé semblent très reconnaissables et il ne peut pas s'agir d'imitation ou encore d'un montage. Jusqu'à preuve du contraire, du côté de Bamako et surtout précisément du côté d'Abidjan, là-bas, c'est silence radio. On n'en parle même pas. Mais pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, pour que vous puissiez également réagir, nous allons suivre ensemble la conversation entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien. Comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça, ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régionaux
Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. Non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra le jeudi, et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci bien. Merci bien. Cette conversation. Et vous avez suivi là justement cet audio, une conversation entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien. Edmond Kouyaté, vous avez suivi de bout en bout justement cet enregistrement. Quelle est votre réaction? Écoutez, vous pouvez imaginer quelle est ma réaction ce matin. C'est-à-dire que autrefois, quand nous disions certaines choses ici, les gens avaient l'impression que c'était un acharnement contre la personne de Ouattara. Nous avons toujours dit avec insistance et persistance que la plus grosse malédiction du 21e siècle, je dis bien la plus grosse malédiction du 21e siècle en Afrique, et plus précisément en Afrique francophone, c'est Dramane Ouattara. C'est la pire des choses. J'ai toujours envie de poser la question à Dieu, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Oui, tu es le créateur, oui, mais tu aurais pu créer ce monsieur ailleurs. Tu aurais pu le créer en Inde ou au Pakistan ou en Afghanistan. Pourquoi toujours en Afrique? Pourquoi nous n'avons que des prophètes lugubres en Afrique? Pourquoi? C'est qu'un monsieur comme celui-là, vous avez suivi l'audio comme moi, vous avez suivi un monsieur s'est délecté, se réjouit, et même jouit de la souffrance et de la misère qu'il a infligée à tout un peuple au nom du pouvoir. La question que vous posez ce matin, pour qui est-ce qu'il espionne Bamako? Mais c'est évident. Il travaille pour qui?
qui l'a installé en Côte d'Ivoire, dont il n'est même pas originaire? Qui l'a imposé? Ce monsieur est venu au pouvoir, non pas par la volonté d'un peuple, mais par la force, n'est-ce pas, des chars, des grenades, des obus mortiers de la France et de l'Occident. Je dois vous rappeler qu'il y a eu toute une coalition, oui, des résolutions du Conseil de l'ONU, n'est-ce pas, des coalitions entre les États-Unis, la France et tout le monde. Et bon, c'est vrai que la France jouait le rôle qu'on lui connaît très bien. La France avait pris les devants, et avec un autre personnage aussi lugubre que Méphistophélique, il y avait, je parle de M. Sarkozy, c'est lui qui était un peu le capitaine de cette troupe-là, qui a décidé, n'est-ce pas, de débarquer un président tout à fait légitime, tout à fait légal, n'est-ce pas, le président Laurent Gbagbo, pour installer ce monstre-là. Et depuis qu'il est là, oui, vous avez vu à quoi ressemble l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina n'a plus jamais été stable. En Guinée, ça n'a plus jamais été stable. Le Niger, c'est brinque-ballant comme ça. Partout, ça pue l'instabilité. Et puis, il y a un concept nouveau qui s'est développé dans cette région-là. Le terrorisme, le djihadisme. Mais il faut qu'on revienne un peu sur ces concepts-là. Le terrorisme, c'est quoi? Le djihadisme, c'est quoi? Et pourquoi? Je dois vous rappeler, pour ceux qui usent et en abusent de ce concept de terroriste, le terroriste, même si, justement, c'était l'expression par la terreur, c'était toujours pour un but. Farah Aidid, c'était un terroriste, mais qui réclamait le départ de l'armée américaine de la Somalie. Yasser Arafat, c'était un terroriste. Il utilisait justement ces voies de terreur-là, mais il avait un but qu'on connaissait. Il voulait libérer la Palestine de l'occupation israélienne. Tous ces grands leaders qui ont utilisé, n'est-ce pas, le terrorisme, ils avaient un but bien précis. Mais pour le cas, en Afrique de l'Ouest, les terroristes veulent quoi? Ils demandent quoi? Leurs exigences, c'est quoi? Il faut qu'on nous dise. Aujourd'hui, Paris se confond entre terrorisme et djihadisme. Je dois encore dire que le djihadisme, c'est un concept qui s'explique, qui a deux connotations. La première connotation, tout ça, ça s'apparente à la violence. Mais la première connotation qui est, parce qu'on parle de djihadisme mineur et de djihadisme majeur, le djihadisme peut être conçu comme la violence qu'on s'impose à soi pour rester en parfaite adéquation avec les exigences, n'est-ce pas, du Coran. C'est ça qu'on appelle le djihadisme, c'est-à-dire tu te fais violence pour, n'est-ce pas, tuer tes pulsions personnelles. Ça aussi, c'est le djihadisme. Mais l'autre djihadisme, l'autre connotation du djihadisme, c'est quoi? C'est la guerre sainte que les musulmans, autrefois dans les croisades, livraient aux impies et aux mécréants. Tous ceux qui refusaient, n'est-ce pas, de se convertir à la religion musulmane. Mais nous savons que tout ça aujourd'hui, c'est terminé. C'est fini ça. Aujourd'hui, nous avons parmi nous des musulmans avec qui nous vivons en paix, mais qui ne t'imposent plus de devenir musulman. Même l'Arabie Saoudite, même l'Indonésie, je parle là des pays, je vais dire, même on n'a plus jamais entendu que l'Arabie Saoudite a organisé des croisades pour aller imposer aux gens, n'est-ce pas, de s'islamiser. Non, ça n'existe plus. Et donc, toutes ces petites fabrications qu'on voit ça et là, on te dit le terrorisme, c'est pourquoi? Ils veulent quoi? Vous allez voir que, Steve, il y a un jargon, il y a un concept qui a disparu, qui tente à disparaître. On n'utilise plus ça. La rébellion. Est-ce que vous entendez encore parler des rébellions? Les rébellions, c'est terminé. On n'en parle plus. La dernière rébellion, c'est justement celle de Ouattara, entre 2000 et 2010, que personne n'a voulu jamais traiter de rébellion, de terrorisme. On l'appelait la rébellion. C'était lui le père de cette rébellion. Mais depuis, en Afrique, on parle toujours des terroristes. Il suffit seulement que vous disiez « je ne veux pas de... » On dit « vous êtes un terroriste ». Alors, au jour d'aujourd'hui, la question qu'on a envie de se poser, parce que l'argument que les Français utilisent tout le temps, c'est pour dire
pour maintenir leur présence en Afrique, c'est pour dire, si nous ne luttons pas contre le terrorisme, ça va arriver chez nous. Ben dis donc, il faut qu'on aille combattre le djihadisme au Mali pour que ça ne vienne pas chez nous. Ben dis donc, ça veut dire qu'après, n'est-ce pas, la mission salvatrice, au nom de laquelle ils ont colonisé l'Afrique et soumettent l'Afrique à de la vexation et à la spoliation pendant plus de 100 ans, je vais dire tout le XXe siècle, au nom, n'est-ce pas, aujourd'hui, de la lutte contre le terrorisme, ils vont recoloniser l'Afrique. Parce que c'est de ça dont il est question. Vous savez qu'ils ont justifié la colonisation par une mission de salut, de civilisation. Ils ont dit que c'était pour civiliser les Africains, c'était des indigènes, c'était des barbares, il fallait les civiliser. Là, ils se présentaient en sauveurs. Ils venaient sauver des animaux, à peine tombés de leurs cocotiers, à peine tombés de leurs arbres, les aider, n'est-ce pas, à couper leur queue pour qu'ils aient l'apparence humaine. C'est ce qu'ils sont venus faire pendant la colonisation. D'accord, ils ont réussi à sectionner nos queues. Nous avons au moins pris l'apparence humaine. Et aujourd'hui, l'apparence humaine que nous avons prise est menacée d'extinction par le terrorisme. Il faut qu'ils reviennent encore en sauveur. Mais bon sang, qui a assigné cette mission de salut, n'est-ce pas, humanitaire à la France ? Pour qu'elle dise, au nom de la lutte contre le terrorisme, nous sommes et nous y demeurons, nous resterons. Que vous le vouliez ou non, parce que c'est de ça dont il est question. Mais il faut bien que quelqu'un m'explique ça. Le terrorisme, d'accord. Mais qui les encadre? Vous avez vu dans le désert sahélien là, il y a une industrie de production d'armes là-bas? Non. Bon. Et vous allez donc comprendre l'autre visage hideux du franc CFA. Vous savez que quand les Français produisent le franc CFA que vous utilisez, ils produisent également le franc CFA qu'ils alimentent tous ces gars-là avec. Parce que c'est l'argent que ces gars-là reçoivent. Ce n'est pas l'argent qui vient de vos banques centrales, non. Parce que vous voyez ces gars-là, subitement, ils sortent avec des pick-up flambant neufs. Ils sortent avec des motos qui coûtent parce que pour rouler avec les motos au désert, il faut que ce soit des motos de bonne qualité. Ils sortent avec des artilleries très lourdes. Vous croyez qu'ils achètent ça comment? C'est parce que quand la France imprime les CFA pour vos États, que vous allez utiliser un peu pour vos besoins, ils impriment une bonne quantité pour ces gars-là aussi. Donc voilà le côté. Quand nous disons que certaines choses sont pernicieuses, les gens se limitent à la superficialité. Ils ne comprennent pas jusqu'où va le degré de nuisance de certaines choses, notamment le franc CFA. C'est eux qui leur donnent des armes, c'est eux qui leur donnent de l'argent, c'est eux qui leur donnent tout, c'est eux qui les encadrent. Mais vous avez suivi Shogel au Kalamaïga qui a dit que les Français ont sanctuarisé Kidal. Et ils leur ont dit, vous ne mettez pas pied. Même le président malien n'avait pas le pouvoir. Il ne pouvait pas aller là-bas. Il fallait qu'il fasse une demande au général de Barkhane, qui commande les troupes Barkhane. Et en payant une rançon. Or, c'est le territoire malien. Oui, c'est le territoire malien, mais on vous a retiré l'autorité et la souveraineté là-dessus. Vous n'avez plus le droit d'y entrer. Je dis, même le président, c'est lui l'autorité principale du Mali, n'avait pas le droit d'y accéder. Et c'est à cet endroit justement qu'il y avait le foisonnement de toute cette racaille qu'on a recrutée et qu'on appelle terroriste. C'est de là qu'il partait pour aller s'aimer la désolation, la terreur et tout, entraîné justement par la France, armé par la France. Voilà ce qui se passe chez nous. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Et lorsque aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, de dignes fils africains, notamment Assimi Goïta et toute son équipe, n'est-ce pas, tous les colonels qui assurent, n'est-ce pas, la transition au Mali, ils disent aujourd'hui, non, nous ne voulons plus de ça. Nous sommes des hommes à part entière. Nous pouvons prendre en main notre propre sécurité. Parce que, dites-vous, Steve, ça fait 9 ans et presque 10 que l'armée française est là. Quand ils sont arrivés, eux-mêmes disaient, ils avaient évalué à peu près, n'est-ce pas, à 6 000 le nombre de terroristes qui foisonnaient dans la zone.
10 ans après, avec toutes les armes sophistiquées, avec tout ce qu'ils ont, et même avec Takuba, je veux dire, qui est ce qu'on appelle un gadget, c'est ce qu'on appelle généralement des gadgets politico-diplomatiques, c'est-à-dire que la France, pour donner l'impression que c'est une cause qui est, n'est-ce pas, prise à bras le corps par toute l'Union européenne, pas seulement par la France à visée impérialiste, mais que c'est toute l'Union européenne, et aller négocier auprès de, n'est-ce pas, des autres membres, des autres pays membres de l'Union européenne pour envoyer chacun 50 soldats, 20 soldats, 30 soldats pour former ce qu'il a appelé Takuba. Après, malgré le G5 Sahel, malgré Takuba, malgré tout ce qu'ils ont créé, la MINUSMA et tout ce qui va avec. La MINUSMA et tout ce qui va avec. Au jour d'aujourd'hui, on évalue à près de 15 000 le nombre de terroristes. C'est-à-dire, en 9 ans, vous avez créé Takuba, Barkhane, Serval, vous avez converti Serval en Barkhane, vous avez créé tout ça. Mais le nombre de terroristes va crescendo. Il y a un problème. Et lorsque les autorités de la transition vous disent, ben, écoutez, nous vous avons certes fait appel, et là encore on peut revenir là-dessus, parce que nous avons reçu la lettre qui avait été adressée à l'État français. On nous avait tout fait pour que nous n'ayons pas cette lettre. Cette lettre demandait un appui aérien. Il n'y avait jamais été question qu'il y ait des troupes au sol. Donc ces Français, je veux dire, cette racaille de la politique française qui rabâche à longueur de journée que nous sommes au Mali à la demande, n'est-ce pas, des autorités maliennes, je souhaiterais leur dire que vous êtes au Mali pas à la demande des autorités maliennes. Parce que si on s'en tient à l'esprit de la lettre qui avait été envoyée, n'est-ce pas, ils demandaient, les autorités maliennes demandaient un appui aérien. Point. Il n'avait jamais été question qu'il y ait des troupes au sol. Passons. Vous êtes venus. D'accord. Mais en 9 ans, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez aidé les Maliens à combattre le terrorisme sous quelle forme? Au contraire, votre présence a aidé les terroristes à prendre beaucoup de galons et à multiplier beaucoup de points. D'ailleurs, je dois vous rappeler que beaucoup de chefs de ces troupes-là qui se sont convertis, aujourd'hui font des déclarations. Ils disent comment ils ont été armés, financés par la France. Ils parlent à visage découvert, ils ne s'en cachent pas. Nous avons, vous suivez les vidéos comme moi, tous parlent à visage découvert. Ils disent comment ça s'est passé, la promesse qui leur avait été faite. On leur avait promis, n'est-ce pas, la région de l'Azawad, on leur avait dit, vous allez prendre, on va tout faire pour que vous ayez. Et justement, les accords d'Alger sont là pour confirmer que la France avait, n'est-ce pas, pour aspiration de diviser le Mali en deux et de donner à ces gens-là la partie où il y a un gisement important d'uranium, n'est-ce pas, de lithium et d'or et de pétrole. C'est de ça dont il est question. Parce qu'aujourd'hui, la France veut rester en tête dans la course justement de la fabrication des batteries, parce que la France veut rester en tête dans la production des véhicules, n'est-ce pas, électriques. Vous savez que l'Union européenne a sorti une note pour dire que d'ici 2035, les voitures à essence ne vont plus exister dans l'Union européenne. Donc on va arrêter la production des voitures essence. Et donc pour être compétitif dans les voitures électriques, il faut, n'est-ce pas, les terres rares. Or, les terres rares, pour le moment, en Afrique, les bons gisements, c'est au Mali, dans la région sahélienne, et précisément au Mali, et au Congo. Malheureusement, au Congo, la bataille est rude. Après, les Chinois ont tout pris en RDC, suivi des Américains. Alors, il reste le Mali, où la France pense qu'elle peut s'imposer. Mais dis donc, apprenez à négocier. Apprenez à négocier. Est-ce qu'on est encore là dans le temps des négociations avec Bokouyaté? Ben justement, au jour d'aujourd'hui, les Africains disent, nous n'allons pas vous laisser nous voler le 21e siècle comme vous nous avez volé le 20e siècle. Nous n'allons plus accepter que Paris vienne, s'installe comme ils se sont installés au Gabon, ont divisé le pétrole du Gabon, ont pris 90%, n'est-ce pas, du pétrole gabonais. Ça, c'était Elf Aquitaine à l'époque. Elf Aquitaine venait s'asseoir au Gabon, disait, moi j'ai les moyens, j'ai l'argent pour extraire le pétrole. Et il faisait un contrat où il demande à leurs valets, à leurs, n'est-ce pas, vigiles de signer, notamment Léon Ba et Omar Bongo. Le gars signe,
ils extraient 1,5 million de barils par jour. Non seulement ils déclarent 600 000 barils par jour, mais en plus sur les 600 000 barils, ils donnent 90%, ils prennent 90%, 5% c'est pour l'État du Gabon et 5% c'est pour la famille Bongo et ses amis. Voilà comment ils ont partagé le pétrole, n'est-ce pas, gabonais. Pareil, ils ont fait au Congo. C'est pour ça que vous voyez, ce sont des pays, on vous dit que ils ont extrait pendant longtemps. Ils avaient une capacité la même capacité d'extraction de pétrole que les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire près d'1 million de barils par jour. Mais ils sont aussi pauvres et aussi misérables. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit, n'est-ce pas, le pétrole, c'est une malédiction en Afrique. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une malédiction. C'est qu'on a des hommes maudits. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le pétrole qui est une malédiction. Le pétrole ne peut pas être une bénédiction pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats Arabes Unis, pour, n'est-ce pas, l'Irak, le Qatar et tous les autres pays, et être une malédiction. C'est que nous avons des hommes maudits. Et parlant d'hommes maudits, Boubou Cissé, c'est un homme maudit. Et je dois dire aux Maliens, vous savez, c'est, comment vous l'appelez, c'est le chanteur, le célèbre chanteur Bob Marley qui posait la question aux Africains. How long shall they kill our prophet while we stand beside and look? Pendant combien de temps encore est-ce qu'ils vont tuer nos prophètes pendant que nous sommes assis derrière et regardons? Mais non, j'ai envie de dire aux Maliens et à tous les Africains, des hommes comme Boubou Cissé, comme Ouattara, il est temps qu'on apprenne à mettre leur tête à prix. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque De Gaulle voulait libérer la France, tous les pétainistes, leur tête était mise à prix. On les liquidait. Tout simplement. Parce que lorsqu'on atteint un niveau de trahison contre sa patrie, comme vous avez suivi M. Boubou Cissé, vous ne pouvez pas avoir été Premier ministre dans un pays que vous n'avez pas bien géré. Que vous avez, à cause de vos connivences avec les impérialistes, avec les occupants, le pays a presque failli perdre, n'est-ce pas, de sa structure, qui ne garde sa structure que grâce à l'action d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, vous venez encore comploter avec l'extérieur. Vous avez suivi dans ces audios-là, n'est-ce pas, il a parlé, il a cité 2 pays. Il a demandé à Boubou Cissé, tu es à Niamey ou à Abidjan? Ça veut dire que c'est ça l'axe du mal. Niamey, Abidjan, Paris. Voilà l'axe du mal qui est dessiné. Monsieur Boubou Cissé, quand il n'est pas à Abidjan, il est à Niamey. Il fait quoi? Parce que Paris le prépare, justement, quand vous entendez élection qu'on impose à tout le monde, c'est parce qu'on prépare des cancres comme ça pour devenir les nouveaux vigiles et rentrer dans le syndicat des vigiles, n'est-ce pas, français. Voilà le nouveau candidat. C'est parce qu'on veut, à travers une parodie d'élection, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, où on a imposé justement ce monstre-là, ce monstre de Ouattara aux Ivoiriens, et les Ivoiriens n'ont que les yeux pour pleurer. À travers la même parodie d'élection, on va vous imposer Boubou Cissé, il va devenir président, et il va signer encore que la France doit rester. Parce qu'un type comme ça, qu'est-ce qu'il va refuser à la France? Qu'est-ce qu'il va refuser à Abidjan? Comprenez tout simplement. Et donc voilà un peu comment ça se passe chez nous. J'ai dit, on ne doit plus laisser des traîtres comme ça nous narguer. Les gens qui ont tout reçu de nos pays. Vous avez été Premier ministre dans un pays. Ça veut dire que vous avez vécu à la sueur du front des Maliens. Parce que Premier ministre, vous êtes véhiculé, vous êtes logé, vous avez des bureaux cossus, climatiseurs 24 heures sur 24. Vous avez un salaire costaud, vous avez des avantages qui ne disent pas leur nom. Mais tout ça, il faut que des gens transpirent sous le soleil. Il faut que des gens, n'est-ce pas, travaillent, il faut que des gens cravachent dur pour que vous ayez tous ces avantages. Et la seule chose que vous pouvez avoir à guise de récompense pour eux, c'est de venir les trahir comme ça. C'est de venir partiser avec le diable comme ça pour les soumettre à toutes ces misères, à toute cette déshérence. Il est content de dire que dans 2 semaines, on ne pourra même plus payer un sac de ciment. Il est content de le dire. Il le dit avec beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Vous sentez qu'il est content. Le complot est en train de réussir. Content de l'échec. Content de l'échec. Le complot est en train de réussir. Mais il s'agit quand même de tes compatriotes. Il ne s'agit pas des animaux en brousse. On ne parle pas des lézards en brousse. On parle du peuple malien, dont tu as été le Premier ministre hier.
et qui t'ont payé. Parce qu'on oublie souvent en Afrique que lorsqu'on est au commis de l'État, on est employé par le peuple. Et ce peuple-là cravache dur. Ils sont sous le soleil. Tout ce que vous voyez sous le soleil, dans la pluie, n'est-ce pas, partout où ils peuvent travailler, c'est pour que vous soyez payés, pour que vous ayez tous vos avantages. Et la meilleure façon de les récompenser, c'est de faire des complots, c'est d'être partie prenante des complots contre eux comme ça, d'aller, n'est-ce pas, s'enticher les services de Ouattara et de la France pour conspirer contre ce peuple-là. Mais non, on ne devrait même pas. J'attendais que jusqu'aujourd'hui, que le peuple malien ait déclaré ce monsieur persona non grata, en attendant même que la justice, parce qu'il faudrait qu'on donne, n'est-ce pas, des exemples à tous ceux, parce qu'ils sont nombreux malheureusement en Afrique. Malheureusement, vous savez, je l'ai toujours dit, les Européens, les Occidentaux ne s'entendent sur rien. Mais quand il faut piller l'Afrique, mais ils sont unanimes. Ils sont unanimes. Rien ne les a jamais autant mis d'accord que lorsqu'il faut piller l'Afrique. Ils ont toujours leur petite guéguerre entre eux. Tel n'est pas d'accord pour ci, tel n'est pas d'accord pour ça. Vous avez vu dernièrement, c'est le Premier ministre italien, n'est-ce pas, qui parlait du franc CFA, comment la France pille. Mais où est-ce qu'on a rassemblé les renégats maliens pour les terroristes maliens. La coordination. Oui, la coordination. C'était au Mali. Ne vous y trompez pas. Pourquoi est-ce que les autres s'entendent pour venir nous tuer, pour venir nous piller, nous spolier? Et pourquoi en Afrique, nous sommes toujours divisés parce que nous devons servir ces mêmes gens-là? Non, il ne faut plus qu'on accepte ça. On ne peut plus accepter que des gens nous narguent comme ça là. Monsieur Ouattara, sa tête doit être mise à prix. Monsieur Boubou Cissé, sa tête doit être mise à prix. Et nous devons nous donner les moyens de chasser des gens comme ça. On ne peut pas continuer de rester sur notre derrière, les regarder nous narguer en nous disant on peut faire quoi. Mais non, on peut faire quelque chose. Et on doit faire quelque chose. Et on vous a compris bien, Edmond Kuaté. Albert Anatole est ici jusqu'à preuve de contraire. Lorsque vous écoutez l'audio, on se pose bien des questions de savoir, est-ce un chef d'État, un ancien Premier ministre qui se parle comme ça et parle justement contre leurs compatriotes, parle contre des Africains? Quelqu'un a chanté un jour que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Finalement, dans cet audio, on a l'impression qu'il a raison. Oui, j'ai observé avec beaucoup d'attention l'audio que la réalisation a bien voulu nous suggérer ce matin. J'en retiens 3 choses, sinon 4. La première, c'est que c'est un constat effarant. Ce que certains de nos dirigeants sont capables de faire au nom du pouvoir. N'oublions pas, M. Boubou Cissé a des ambitions politiques et il est prêt à faire feu de tout bois pour atteindre ses objectifs. Ambition de devenir quoi? Président de la République? Je pense que c'est son ambition le plus légitime. Avec l'appui de la France. La plus légitime. Ah, bien évidemment. Tout à l'heure, vous avez suivi mon Kuaté qui vous a fait une très bonne analyse par rapport à la trajectoire de ce lugubre personnage. Alors je disais que c'est quand même désolant de voir jusqu'où peuvent aller certains de nos dirigeants au nom des ambitions de pouvoir. Trahir sa patrie, c'est un très gros problème. Un très gros problème d'ailleurs, et je ne sais pas pourquoi les autorités maliennes sont si attentistes par rapport à ce cas. Je pense que sous réserve, n'est-ce pas, des enquêtes judiciaires qui ont été engagées par le parquet, justement, de Bamako, ce personnel devrait déjà être mis hors d'état de nuit, et même plus. Parce que sur le continent africain, il y en a marre des traîtres. L'autre thématique porte sur la problématique de l'espionnage. En fait, il s'agit justement de l'espionnage. Il s'agit là d'une atteinte grave. Je ne connais pas les dispositions en la matière du côté, je parle de la loi, du côté de la loi malienne. Oui. Mais il s'agit non seulement d'une trahison,
mais également d'une atteinte grave à la sûreté et à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. C'est une atteinte grave. Et monsieur Boubou Cissé et monsieur Ouattara devraient être poursuivis pour cela. Je suis parfaitement d'accord avec Edmond lorsqu'il estime que la tête de Ouattara et de Boubou Cissé devraient être mises à prix. C'est légitime. Parce que je ne suis pas certain que M. Ouattara peut accepter qu'on fasse dans son pays ce qu'il fait du côté du Mali. Permettez-moi maintenant de revenir dans les éléments de langage en ce qui concerne la gestion de la transition au Mali, tel que le rapport est fait. Parce qu'il s'agit là d'une fuite, parmi tant d'autres, justement, conversation entre, pas seulement Boubou Cissé et Ouattara, mais entre Boubou Cissé et d'autres personnages qui ont des projets très lugubres contre le Mali, le peuple malien. Alors, lorsque on parle des sanctions, puisque le prétexte c'est les sanctions économiques avec l'embargo y afférent contre le peuple malien et le Mali, eh bien, il faut quand même dire et le rappeler ici et maintenant que les avoirs qui ont été bloqués, gelés, n'est-ce pas, par du fait des sanctions de la CEDEAO, appartiennent à l'État malien. Ce ne sont pas les avoirs qui appartiennent à Assimi Goïta, à Choguel Maïga et les autres. Il s'agit des avoirs qui appartiennent à l'État malien. Et il s'agit d'une décision absolument à la fois illégitime et illégale. Ça, il faut se le dire. Et je pense que ça doit poser sur la table le problème du fameux franc CFA. Et ça doit également inspirer justement les autorités maliennes à trouver une alternative au franc CFA, c'est-à-dire mettre en place une monnaie. Créer leur propre monnaie. Créer leur propre monnaie. Parce qu'ils ne peuvent pas aller faire la même chose du côté de la Guinée-Conakry. Du tout, parce qu'ils ne peuvent pas tenir la Guinée-Conakry au niveau du franc CFA. Prétendre que les autorités maliennes ne peuvent pas tenir 2 semaines, voire plus d'un mois, oui. C'est aussi faux. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je dis bien, il s'agit de l'État malien qui a la possibilité de chercher à prendre l'argent ailleurs pour résoudre le problème pendant une durée déterminée ou indéterminée. Parce qu'un État n'est jamais en faillite. Donc, cette analyse est également erronée et cette analyse vise justement à manipuler l'opinion, à jeter la terreur et à instrumentaliser, si vous le voulez, justement, le peuple malien. Donc, si les avoirs gelés du Mali, de l'État malien sont consommés, je ne suis pas certain que les autorités maliennes n'ont pas réfléchi, n'ont pas eu le temps de réfléchir en mettant en perspective diverses possibilités. C'est-à-dire que si l'embargo dure pendant plusieurs mois, il y a des possibilités de faire autrement. Donc, de ce point de vue, l'analyse qui est faite par M. Ouattara et son informateur est erronée. Deuxième chose qu'il faut également mettre en perspective, il est important que les autorités maliennes portent plainte justement à la BCAO, qui est la banque centrale n'est-ce pas de l'Ouest. Il y a un troisième larron, parce que aujourd'hui il est établi à travers cet audio, il est établi que les sanctions contre l'État malien sont le fait de 3 personnages. M. Macron, M. Ouattara et Moussa Faki Mahamat. Puisque dans l'audio que nous entendons, il est question d'un rendez-vous avec le président de la commission, avec le président de la commission de la CEDEAO. Oui. C'était une confusion de ma part. Il était question d'un rendez-vous avec le président de la commission de la CEDEAO. Mercredi, voilà. Donc ça veut donc dire que c'est le fait de ces 3 personnages. Comme j'ai dit cela, j'ajoute un troisième élément dans mon analyse. Je pense que c'est regrettable. C'est absolument regrettable que M. Ouattara, au nom de ses intérêts personnels, parce qu'il travaille avec la France, il a tout donné à la France du côté de la Côte d'Ivoire, il voudrait
que les autorités maliennes vendent carrément le Mali, n'est-ce pas, à ses beaux-frères, c'est inacceptable. Dans une précédente émission, nous avons eu à suggérer aux autorités maliennes ceci. Si vous voulez mettre la sécurité au Mali, il faut faire la guerre à vos voisins. C'est-à-dire, le Niger, il faut lui faire la guerre. Il faut faire la guerre à tous. Il faut engager une opération de guerre du côté n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Parce que si ce n'est pas le cas, la menace viendra de ce côté-là. Et c'est de plus en plus évident que la menace la plus probable viendra contre l'État malien, contre les autorités de Bamako, viendra du côté du Niger. Il faut donc que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités, parce que vous ne pouvez pas sécuriser l'intérieur de votre territoire si vous avez une menace à l'extérieur et encore à votre frontière ou à vos frontières. Il faut que ces autorités-là règlent cette question. Ceci dit, tout à l'heure dans mon coup de gueule, j'ai convoqué un élément factuel, c'est-à-dire le contrat d'ouverture technologie qui lui a été attribué par le défunt président Ibrahim Boubacar Keïta, n'est-ce pas, dans le cadre de la production des passeports biométriques. Je pense que vous ne pouvez pas confier les éléments de votre souveraineté à un État qui vous méprise, à un État qui a des ambitions de vous envahir, à un État qui va contrôler votre population, parce que justement, lorsque vous avez un État qui a des bisbilles contre vous, vous ne pouvez pas lui confier les éléments de votre souveraineté, c'est-à-dire la production justement de vos éléments d'identification, c'est-à-dire les passeports. Il s'agit là d'un contrat exclusif et un monopole de fait. Ce n'est pas passé par appel d'offres, comme je l'ai dit, appel à concurrence, non. Il s'agit de Jean-Yves Le Truand qui a fait pression, n'est-ce pas, sur les autorités maliennes, sur le président Ibrahim Boubacar Keïta. Peut-être c'était en compensation, n'est-ce pas, de l'intervention française au Mali, c'est possible. Alors, il est donc question que les autorités maliennes annulent justement, résilier ce contrat, qui coûte des milliards, des milliards, et c'est le fils de Le Drian, c'est-à-dire Thomas Le Drian, qui gère cela. Il y a également les multinationales françaises qui financent, parce que vous avez vu tout à l'heure, un mot qui a mis en perspective les activités des terroristes. Ces terroristes qui ne s'attaquent jamais aux intérêts des multinationales françaises. C'est quand même paradoxal. Mais pourquoi est-ce que ces terroristes ne s'attaquent-ils jamais aux multinationales françaises? À se poser dans la question de savoir pour qui travaillent ces terroristes. Justement parce que ces terroristes sont financés par ces multinationales, n'est-ce pas, à travers... c'est-à-dire Paris finance ces multinationales à travers... non, c'est Paris qui finance ces terroristes, je veux dire, à travers ces multinationales. Donc, il faut donc... ils payent. Je suis certain qu'il y a des royalties qui sont payées aux terroristes, ça leur permet de s'armer, d'avoir une logistique très très conséquente, d'avoir le nez de la guerre, d'en avoir à provision pour justement perturber justement la sérénité, la sécurité à l'intérieur de l'État malien. Comme je dis cela, il est également question que la dynamique qui a été engagée, la dynamique qui a été engagée par les autorités maliennes, c'est-à-dire la rupture avec Paris, le soir, je parle de la rupture politique, la rupture militaire, la rupture diplomatique est consommée. Il faut une rupture militaire, il faut une rupture politique. Vous ne pouvez pas continuer à traiter avec des gens, des individus qui vous parlent avec condescendance, avec arrogance, et qui veulent tout prendre et sans rien vous laisser. Et vous, en retour, qu'est-ce qu'ils vous ont? Ils vous apportent la mort. C'est pas possible. Pour le lugubre président qui est en Côte d'Ivoire, moi je pense que il faut aujourd'hui interpeller la communauté malienne qui est de ce côté-là. Parce qu'il y a une forte communauté malienne du côté de la Côte d'Ivoire. On dit que ça tourne autour de entre 4 et 5 millions d'individus. Il faut les prendre à témoin et qu'ils prennent leur responsabilité le moment venu. À savoir qu'il y a au sein de parmi eux, sur le territoire dont ils sont les résidents, un personnage qui a pris justement, qui nourrit le projet de déstabiliser
leur pays, de mettre à mal leur famille, leur peuple, n'est-ce pas, du côté du Mali. C'est absolument inacceptable. Je dis bien, c'est absolument inacceptable. Je termine pour ce premier jet en disant ceci. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, qui, je l'insiste, c'est de l'espionnage, il est important et urgent que les autorités de Bamako prennent leurs responsabilités. D'abord au niveau du survol, parce que j'ai eu dire qu'ils ont quelque peu assoupli les conditions de survol de leur ciel, de leur espace aérien, mais il faut qu'ils fassent très attention. Il faut qu'ils fassent très attention parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et à l'intérieur, il y a une certaine opposition qui continue de dealer, d'organiser des messes de minuit, n'est-ce pas, avec des ennemis de la République, comme on les appelle. Donc, il faut qu'ils fassent très, très attention. Et je voudrais, pour terminer pour ce premier jet, dire que c'est quand même aberrant. C'est aberrant que vous avez des compatriotes qui pensent que pour arriver au pouvoir, pour obtenir un fauteuil présidentiel, il faille trahir la patrie. Est-ce qu'on va toujours avoir ce genre de personnes à la tête de nos États? Malheureusement. À la tête de nos États, Albert Natola, malheureusement, c'est la France. Arriver au pouvoir comme, on va le dire, Alassane Draman Ouattara, sous le coup des bombes de l'OTAN et sans oublier des Nations Unies et de la France. Malheureusement, c'est le paradigme de la France-Afrique. J'ai eu à vous dire dans une précédente émission, ici, que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas la lutte contre le peuple français, c'est la lutte contre, d'une part, la France-Afrique, d'autre part, de l'oligarchie politique française actuellement. Donc, il faut pas, parce que même en France, vous avez des citoyens qui luttent pour leur liberté. Il y en a qui luttent pour leur liberté parce que cette liberté-là est violée, elle est confisquée. N'est-ce pas? Donc nous sommes solidaires, n'est-ce pas, de ce peuple français-là. Autant que nous sommes solidaires de ceux qui se battent, qui sont solidaires de la lutte que nous menons. Donc, notre combat, le combat du panafricanisme, c'est contre la France-Afrique, parce que tout à l'heure, Edmond a convoqué un élément historique, c'est-à-dire l'arrivée de M. Ouattara sur des chars français. Un pays démocratique, n'est-ce pas, défenseur des libertés fondamentales, le pays respectueux des droits de l'homme, qui a tué des milliers d'Ivoiriens, qui a détruit, n'est-ce pas, qui a violé la souveraineté de l'État ivoirien, qui a détruit, n'est-ce pas, les symboles, n'est-ce pas, des institutions ivoiriennes, c'est-à-dire le palais présidentiel, pour installer, n'est-ce pas, un brigand à la tête d'un État. Là, je pense que voilà dans les méthodes de la France. Donc, je pense qu'il nous appartient, parce que tout compte fait, Steve, tout compte fait, notre véritable défi doit être orienté vers les ennemis intérieurs, parce qu'eux, ils sont plus dangereux et ils sont plus accessibles. Ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas avoir accès, ne peuvent pas poser des actes blâmables, iniques, s'ils n'ont pas de complicité interne. Et pendant ce temps, nous allons rappeler à nos téléspectateurs que dans un instant, ils pourront justement nous appeler. Ce n'est pas encore les appels parce que vous êtes déjà très nombreux à nous appeler à cet instant. Juste derrière Herman Moussinga, nous pourrons justement ouvrir le standard. Herman Moussinga sur le continent africain, on a l'impression, comme le déclarait tout à l'heure Edmond Kuyaté, qu'il y a des maudits. Et il se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a oubliés. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui finalement que Dieu a oublié l'Afrique pour avoir justement la tête de nos États, des maudits, et surtout des maudits qui veulent justement arriver à la tête de nos États. Merci Steve. Je prendrai, avant d'aborder cet angle-là, je prendrai par la chute de Triple A. Qui, dans sa conclusion, ou alors dans son dernier propos, faisait allusion à cette France-Afrique et à ceux qui sont dans nos pays. Nos ennemis, les ennemis internes. Oui. Voilà. Et toi, tu as abordé un autre angle. De ce point, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Oui. Et permettez-moi de faire un tout petit détour. Parce que quand on écoute ce qui se passe et qu'on constate ce qui se passe, ce qui s'est dit, on l'a écouté, et ce qui se passe en Afrique, on le vit chaque jour.
On a cessé de le marteler aux Africains, on a cessé de le dire aux Africains depuis des lustres, depuis des années, pratiquement plus d'une décennie aujourd'hui. Mais les uns et les autres nous ont qualifiés et nous ont traités d'aboyeurs. Oui. Ils n'ont cessé de le dire et continuent même d'ailleurs à nous qualifier d'anti-africains ou de tous les noms d'oiseaux. Mais seulement, quand on lit et qu'on regarde ce qui se passe en Afrique, moi je suis fier, très fier d'être Camerounais. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous constatez que Boubou Cissé est né à Bamako, donc un digne fils du Mali. Oui. Boubou Cissé est un jeune Malien. Il fait partie de cette génération dont on a voulu démontrer à suffisance que la jeunesse a également sa place dans le dernier carré de décision. Boubou Cissé est un jeune à qui on a confié le poste de Premier ministre. À l'époque, je pense qu'il n'avait pas 45 ans, à l'époque où il était Premier ministre. Vous voyez, quand on dit souvent chez nous que la jeunesse a besoin d'apprendre, on dit il a mis long au pouvoir, ainsi de suite. Et pourtant, la longévité, aujourd'hui on constate que c'est elle qui permet de se hisser pratiquement sur le toit du continent et voire même sur le toit du monde. Quand je l'ai dit, je dirais c'est une honte énorme. La tristesse qui m'envahit est tellement grande que j'ai parfois envie de couler les larmes. Couler les larmes parce que je ne comprends pas. On n'est pas maudit. Quand on se réfère au début de cette crise malienne, où on a pu constater la façon dont les Français ont traité ce volet, les accords, Edmond l'a dit, les accords, la lettre de Bamako, et que par après l'arrivée de l'armée française, on constate quelque temps après. Et ça, c'était interpellatif. La prise de fonction d'Emmanuel Macron, au lendemain de sa prise de fonction à la présidence de l'armée de l'État de France, il prend son vol direction Mali. Et s'il vous plaît, sans passer par Bamako, sans se faire accompagner par le président Ibeka, il a atterri à la base militaire française. Ceci voulait déjà dire beaucoup de choses. On a commencé à interpeller Ibeka à l'époque, il n'a pas compris. On a évolué sur ce principe jusqu'au point où le peuple malien, convaincu que son pays n'était plus à lui, entre ses mains, s'est levé et a décidé du départ de Ibeka. Ce qui a été fait. Alors, les Maliens, fiers d'être Maliens et de vouloir le bien-être, ont compris qu'à un moment donné, ceux qui ont pris le pouvoir n'étaient pas en odeur de sainteté avec eux. Alors, on a pu avoir Assimi Goïta qui reprend les rênes à la demande du peuple malien. Voilà ce que nous vivons. Et quand nous écoutons aujourd'hui les réactions de Boubou Cissé, ça nous conforte dans nos postures, dans cette posture où on constate à suffisance que l'Afrique est minée et détruite par les Africains existant même en Afrique. Parce que on sait également que les services de renseignement des différents pays africains ont les yeux braqués sur la diaspora. Parce qu'on sait qu'on utilise beaucoup plus la diaspora pour manipuler les Africains restés dans leur pays. Et aujourd'hui, on constate à suffisance que les Africains, les soi-disant intellectuels africains, sont beaucoup plus
ancrés dans la déstabilisation de nos pays en interne que ceux de la diaspora. Alors, écoutez l'audio, le comportement de Bobo Cissé, le comportement de Alassane Draman Ouattara. Je vous poserai la question, est-ce que ces gens-là sont des Africains? Ils sont des Africains. C'est des Africains. Mais seulement, lors de la colonisation, nous regrettons et nous allons toujours le regretter aujourd'hui. L'Occident a emporté toutes nos forces. Parce que si on possédait encore toutes nos valeurs, j'ose croire que Alassane Draman Ouattara ne serait plus au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, spirituellement parlant, oui, sur le plan africain. J'ose croire que Bobo Cissé n'aurait plus, au jour d'aujourd'hui, le souffle de vie. Mais comme c'est Dieu qui donne. Quand je l'ai dit, ils sont des Africains. Mais seulement omnibulés par le sommet. Pour eux, ils doivent à tout prix et à tous les prix atteindre le sommet. Avoir des tapis rouges déroulés à tout bout de champ. Avoir des gens pratiquement au sol chaque fois qu'ils passent. C'est ça l'esprit inculqué par l'Occident, par le colonisateur qui est la France, aux Africains. C'est l'éducation, c'est le chemin qu'il ne cesse de donner aux Africains. Heureusement, dans beaucoup de pays aujourd'hui, et beaucoup d'Africains aujourd'hui, et particulièrement la jeune génération consciente, se réveille et dit non. Et dit non, et veut acquérir les leviers de la souveraineté, de la liberté, du développement et de son émancipation. Steve, ils sont des Africains. Ils sont des Africains comme vous et moi. Oui. Mais seulement, quand on le dit, quand on les traite d'Africains, on oublie une chose. C'est que ce que la France a inculqué dans notre système éducatif, a inculqué aux Africains dans le système éducatif, les contraint. Il faut aller à marge des livres et parfois les lire autrement. Les lire autrement et les comprendre autrement. C'est ce qui amène ce réveil de conscience et cette prise de décision ou alors cet éveil des Africains aujourd'hui. Parce qu'ils lisent autrement. Quand vous écoutez un président comme Ouattara dire à haute voix, dire que la Russie ne représente rien, c'est dire qu'il s'attaque également à la Russie. Pourtant, on nous parle d'une grande économie sans la personne d'Alassane Draman Ouattara. C'est vous dire qu'il s'attaque également à la Russie. C'est un autre pan. Et ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Il ne faut pas le négliger. La Russie a écouté. Est-ce que la France est à même de faire le poids face à la Russie? Je ne pense pas. Et quand on regarde le comportement des Français, beaucoup d'Africains nous disent « Non, c'est les politiques françaises, il faut le peuple français à lui-même. » Je dis non. Quand le gouvernement de transition, le président, le premier ministre a demandé à la France de partir, a répondu. Vous avez vu le comportement de tous les hommes politiques français. Edmond l'a rappelé. Les Français sont morts. Combien de Français sont morts au Mali pour sauver, pour libérer le Mali? Combien? On parle d'une cinquantaine. Mais combien de Maliens sont morts en France pour donner la liberté à cette France et construire cette France qui est ce qu'elle est aujourd'hui? Combien de Maliens sont morts? Pour qu'on continue ou alors qu'on se mette à nous balancer une cinquantaine de morts et dire que c'est inadmissible, c'est inconcevable. C'est tous les hommes politiques français qui l'ont dit. À l'unanimité. À l'unanimité, chacun l'a dit. C'est une honte, c'est pas normal, c'est de l'ingratitude. Ils ont dit sur tous les plans et avec tous les mots. Alors, qu'attendent les Africains pour lire entre les lignes tous les comportements
Parce que les hommes politiques, c'est l'expression des peuples. Je ne pense pas qu'un jour, les Africains ont pu voir tout ce qui se dit sur la France depuis pratiquement plus de 10 ans ou 20 ans, l'exploitation de l'Afrique. Je ne pense pas qu'on ait eu les Français debout un jour manifester. Je m'attendais même à ce que l'usine qui a pris feu tout récemment, il y a quelques jours seulement, que les Français se lèvent. Ceux qui pensent que la France peut vivre sans l'Afrique, que les Français, le peuple français se lève. Ils ne peuvent pas, c'est un secret d'État carrément. Et qu'ils aillent demander la fermeture de cette usine pour libérer les Africains. Donc on cesse de rêver. Le peuple africain a son destin en main et nous devons nous battre pour avoir notre liberté. Edmond a parlé de notre monnaie. N'est-ce pas une occasion avec cet incendie? Non. Non, ce n'est pas possible. Parce que les Africains ne sont pas encore aptes. Aptes parce qu'on a à la tête de nos États certains. Mais les peuples, quand on dit sont au pouvoir, n'arrivent au pouvoir, ou alors la démocratie c'est l'expression du peuple. Mais quand les peuples manifestent, on ne considère pas, on ne prend pas en compte la manifestation des peuples. Africains particulièrement. Parce qu'en Europe, on essaie au moins de tenir compte. Même là-bas, on ne prend pas toujours en compte. Oui, mais depuis quelque temps par rapport aux libertés. Depuis quelque temps, juste par rapport aux libertés, depuis quelque temps. Le peuple n'a pas un mot à dire. Non, le peuple a à dire, mais seulement par rapport aux libertés, par rapport à cette pandémie qui a pratiquement dominé le monde, que le peuple on commence à se bousculer au standard. Alors maintenant, je vais conclure, je vais chuter pour ce premier jet en disant aux Africains que voici une démonstration. Voici une démonstration du fait que nous ne tenons pas le levier de nos différents États. Voilà un homme qui est pratiquement partant. Je ne le lui souhaite pas, Alassane Dramane Ouattara, mais qui a décidé d'installer le chaos dans pratiquement toute la zone d'Afrique de l'Ouest. Regardez comment il se comporte. Il est décidé à asphyxier le Mali et avec le concours d'un Malien, un digne fils du Mali et de Bamako. Monsieur, le standard est ouvert, je vais revenir avec vous dans un instant. On commence déjà par le premier appelant au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? On va recommencer ce matin, hein. Vous allez baisser le volume de votre téléviseur, vous nous suivrez plus facilement comme ça. Pour ceux qui vont nous appeler dans un instant, vous demanderons s'il vous plaît de prendre votre mal en patience, mais surtout de baisser le volume de votre téléviseur, vous nous suivrez plus facilement comme ça. Je l'ai souvent dit, c'est la meilleure des choses à faire. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous aurez plus facilement. En attendant justement qu'on commence à prendre les appels, Edmond QAT, je vous poserai la question d'ailleurs à tous. Attendez-moi un instant, le temps de reprendre quelqu'un en ligne. Ça va être difficile ce matin. Au téléphone, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Ça va bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle. C'est M. Amoussou Tibara. Vous nous appelez de quel pays? Depuis Togo. Depuis le Togo, on vous écoute. Ok, merci M. Steve. Je vous remercie tout ce que vous faites pour l'Afrique. Sans oublier le triple A et vos collègues qui sont à côté de vous. Merci beaucoup. Cet appelant, on vous a dit tout à l'heure, hein, vous pouvez nous appeler, mais baissez le volume de votre téléviseur, ce serait plus facile de nous avoir. On va d'ailleurs saluer tout le peuple togolais ce matin. Courage à vous. On reste au téléphone. Allô, bonjour. La personne s'en est allée à nous appeler depuis le Sénégal. Edmond Katé, même question pour vous. Est-ce qu'on peut penser que Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé sont réellement des Africains? Ou alors sont des Africains qui pensent, comme Albert Natola ici le dit souvent, des cerveaux blanchis, qui pensent tout simplement à la France? Je devrais répondre à votre question. Permettez-moi, Edmond, avant de revenir à vous, au téléphone, bonjour.
Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît, vous pouvez nous avoir plus facilement. Alors, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Ousmane Diko à Bamako, Mali. Vous nous appelez depuis Bamako, Mali, on vous écoute. Et je suis vraiment très heureux ce matin de vous avoir. Je vous félicite énormément le président camerounais pour avoir ouvert la voie au peuple africain à travers les médias, Afrique Média et BBC TV. Je remercie extrêmement et félicite tous les panélistes pour le combat que vous êtes en train de mener pour un monde apaisé. Aujourd'hui, l'Afrique, et en particulier le Mali, est en proie à une coalition internationale au nom des biens que Dieu nous a attribués, au nom des biens que Allah le Tout-Puissant a donné à l'Afrique. Malheureusement, les autres n'ont pas compris ça avec Satan. Et ils resteront Satan jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à la fin de ce monde-là. Et salut à vous tous pour ce combat que vous êtes en train de mener depuis une dizaine d'années. Et l'éveil des consciences africaines aujourd'hui a pris la voie, a pris son envol avec certains dirigeants, particulièrement aux dirigeants maliens aujourd'hui. Et que la France ne se trompe pas de cible. Le Mali a décollé, le peuple malien a pris son envol avec leurs dirigeants aujourd'hui. Le Dieu, le couple, Assimi, Fodel, et plus rien ne peut nous arrêter. C'est de la ils ont le soutien du peuple malien. Ils ont le soutien du peuple africain. Que les Satan et leurs enfants, les pauvres africains, minables, qui se croient dirigeants aujourd'hui, au détriment de leur peuple et de l'Afrique, ne se trompent plus. Et pour ne pas monopoliser la parole, et je félicite le peuple malien. Le combat est enfin entamé et c'est en retour. Merci beaucoup et du courage à tout le monde. Merci à vous également et surtout courage à tous les Maliens. Nous savons que vous êtes souvent très nombreux à nous suivre tous les matins et nous savons également que nous sommes de tout cœur. Vous savez que nous sommes de tout cœur avec vous encore ce matin. On reste au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour. Je vous appelle du Bénin. Depuis le Bénin, on vous écoute. Oui, vous avez vu ce qui se passe au niveau du Mali. Baissez le volume de votre téléviseur. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous suivez plus facilement. Oui, vous avez vu ce qui se passe au niveau du Mali. Cette personne qui nous appelait depuis le Bénin s'en est allée. On reste toujours au téléphone avec les uns et les autres. Vous avez l'opportunité de nous appeler ce matin. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de vos écrans. Edmond Kuateshta, en train de parler avec vous, de parler justement de savoir est-ce que toutes ces personnes sont des Africains, parce qu'on ne comprend pas comment deux personnalités comme celle-là peuvent se lever le matin au téléphone et commencer justement à se moquer d'un pays et surtout l'un d'entre eux est d'ailleurs malien. Toujours au téléphone, ils sont nombreux d'ailleurs à nous appeler ce matin au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour, c'est Priscille depuis Douala. Priscille depuis Douala, on vous écoute. Bon, ce que je voulais dire, tonton,
Oui. C'est, vous savez, on a parlé de la peau blanche. La peau blanche demeure la même. Je ne dis pas que l'action de la Russie est mauvaise en Afrique. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont juste un problème de désaccord. Quand la France et la Russie vont s'arranger, qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Ce sont les États-Unis qui avaient la partie francophone. On a mis la France sous esclavage et tout ce qu'on sait, mais c'est elle après qui a récupéré la partie francophone. Ok. Maintenant, là, on dit que non, la Russie a beaucoup de problèmes, ils ont levé l'embargo et tout ça. C'est la même scène. C'est juste qu'ils savent que la France n'est plus prête à satisfaire, en tout cas, les Africains ne veulent plus des Français. Alors, on passe à la Russie, c'est juste une même chaîne. Ils ont des armes qu'ils ont stockées depuis longtemps. Il faut que ça travaille. Ça n'a pas fait de guerre depuis. Et puis après ça, c'est la même facture. C'est la peau blanche. Donc, je ne dis pas que l'action de la Russie est mauvaise. Mais nous, les Africains, nous devons ouvrir les yeux, sachant que c'est la même histoire qui se répète. C'est ce que je voulais ajouter, tonton Steve. Merci à vous également, Priscilla, de nous avoir appelés ce matin. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler, c'est pas facile de nous avoir, on le sait. Oui, Edmond Kati, allons avec vous ce matin. Alors Steve, j'étais disant que à cette question, j'ai déjà répondu plusieurs fois. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois à l'occasion d'autres éditions que nous avons tenues ici. Et je vais réitérer exactement la même chose. C'est pas parce qu'on a une peau noire et qu'on a un nom à consonance africaine qu'on est africain. Je vais vous dire... Je reviens avec vous. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, Steve José-Langos. Bonjour à tout ton panel. Bonjour. Oui, c'est Thompson et Anne Bédi. Thompson et Anne depuis Bédi, fidèle téléspectateur, on vous écoute. Oui, j'appelle pour participer à l'émission et surtout essayer, n'est-ce pas, de décrypter et dénoncer au maximum, n'est-ce pas, la forfaiture des certains chefs d'État africains qui passent le temps à conspirer contre, n'est-ce pas, les intérêts africains. Je veux parler ici ce matin, comme on est, le sujet c'est Ouattara et son compère Boussiché, pour dire que tous deux, déjà, c'est des conspirateurs et c'est des personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, de recoloniser l'Afrique comme le chef l'a dit ce matin. Et ce que je voudrais souligner, tout simplement, c'est qu'est-ce que les autres chefs d'État africains disent par rapport à ça? Parce que vous avez le vigile du Sénégal qui est là, qui se permet à condamner les coups d'État des peuples qui se révoltent par rapport à la gérance qui est totalement abjecte de leur chef d'État. Et quand il y a révolte, ça veut dire que les populations savent que ce que vous faites ne rentre pas selon leurs aspirations. Et pour cela, ils ont le droit et la souveraineté de décider qui est-ce qu'ils veulent à la tête de cette institution pour pouvoir les mener à la fin de leurs objectifs. Je viens ici pour rappeler que cette trahison doit rappeler aux chefs d'État africains qu'ils passent le temps à signer plutôt des pactes entre eux pour dire qu'on ne doit pas se trahir entre nous. Si tu me trahis, sache que tu vas succomber à tel jour. Mais est-ce qu'ils pensent donc à ceux qui trahissent l'Afrique, aux conspirateurs des projets africains, à ceux qui veulent à tout prix asphyxier l'Afrique? C'est ça la problématique aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les chefs d'État se réunissent à Addis Abeba pour essayer, n'est-ce pas, de parler, soit rabâcher les oreilles des Africains avec les projets qu'on leur impose. C'est-à-dire, l'Occident leur impose des projets et ils viennent, ils font des trucs à Addis Abeba pour parler de l'Afrique. Mais pourtant, c'est pas quelque chose de pensé par ces chefs d'État. C'est une pensée imposée qui viennent, n'est-ce pas, aussi nous imposer pour qu'on essaie de faire avec. Alors, quand je l'ai déjà dit, tout à l'heure, je vous ai entendu, avant la revue de presse, vous parliez des cultures esclavagistes. Ici, je vais citer le cacao et le café, comme on disait. Alors, qu'est-ce que nos chefs d'État disent par rapport à tout cela? Mais moi, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, un jeune homme, quand il rentre au village,
ils pensent d'abord avoir des hectares de cacao cassés. Mais attends, il faut attendre 4-5 ans et entretenir, pulvériser avec des produits, n'est-ce pas, nocifs et qui t'empoisonnent le corps. Mais les Camerounais n'ont jamais fait, ou soit les Africains en général, n'ont jamais compris que l'avenir de l'Afrique, c'est de travailler des cultures que nous consommons nous-mêmes, notamment le manioc, bananier, plantain, et un exemple patent que j'ai toujours pris à nos frères africains, parce que c'est ça la révolution de l'Afrique. Si tu prends la route, tu dis n'importe quoi, la route de Yaoundé, partout là, vous allez voir des souris, vous n'allez jamais voir en route, on vous tend un plateau de cacao, soit le café, on dit cacao, café, vous achetez. Non, c'est des cultures esclavagistes, il faut qu'on passe là-dessus quand on va s'industrialiser, parce que c'est ce que ces chefs d'État ne veulent pas, l'industrialisation des Afriques, de l'Afrique autant pour moi. C'est ça l'objectif de Ouattara. Ils sont nombreux, qu'on doit dénoncer. Ils ne veulent pas que l'Afrique s'industrialise, parce que si l'Afrique arrivait à s'industrialiser, il n'y aura plus l'esclavage. Vous devez comprendre que l'esclavage n'a jamais cessé. L'esclavage, au contraire, s'est modernisé. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, un Africain, quitter, traverser la Méditerranée et dire « je vais en esclavage ». C'est ça que l'Occident nous a imposé. C'est ça que nos chefs d'État, certains de nos chefs d'État, sont en train d'implémenter, soit de continuer de nous tenir en laisse. Parce que si l'Africain, aujourd'hui, s'industrialise, il n'aura plus besoin de l'Occident. Et aujourd'hui, on les pousse à aller là-bas pour travailler l'esclavage parce que là-bas, le cacao et le café que les Africains travaillent payent déjà le chômeur de là-bas. Le chômeur est payé et quand il est payé, vous pensez que si nous sommes tous dans l'Occident, est-ce que moi je peux vous appeler venir laver des assiettes que moi vous allez le faire? Vous ne pouvez pas parce que vous êtes aussi dans l'opulence comme moi. Vous vivez dans l'opulence comme moi. Donc pour cela, on a besoin de la meute de l'Afrique. C'est donc ça le combat des Ouattara, des Bobo Cissé, qui ne peuvent pas accepter que l'Afrique se développe. Ils sont là pour ça. S'ils essaient de faire le contraire de ça, ils seront frappés par leur maître. Mais la chose qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la trahison a toujours mal terminé, enfin, mal fini, parce que Ouattara aujourd'hui est considéré comme un chef bandit, et vous savez ce que subit le chef bandit à la fin du film. C'est une mort atroce. Donc je vais m'arrêter ici pour permettre aux autres, n'est-ce pas, de prendre la parole et de dire quelque chose. Vraiment, nous disons désormais à ces Africains, s'ils peuvent aider, parce que tout le monde a vu ce que Ouattara est capable de faire, qui finance même pour l'eau de stabilité, pour enlever de là, parce que l'Afrique a besoin de tous ses fils, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller vers l'émergence, tout tant entendu. Ok, merci, excellente journée à vous. Je souhaite, n'est-ce pas, un très bon début de semaine à ton panel et à toute la galaxie panafricaine. Merci. Merci à vous également, Thompson et Ando, de nous avoir appelés ce matin. Messieurs, quelques minutes encore pour se séparer. Plus que, on va le dire comme ça, 20 minutes pour sortir de cette édition de DBS ce matin. Le temps passe très vite, alors qu'au téléphone, ça continue toujours de sonner au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Assoua, j'appelle du Togo. Vous appelez du Togo, on vous écoute. Ok, je peux par rapport à la situation du Mali. Je souhaite beaucoup de courage au peuple malien actuellement à ce qui traverse. Et les dit de tenir bon à faire plus de français et bonsoir. Je veux aussi appeler à tous les milliardaires maliens aussi de soutenir beaucoup le gouvernement malien pour qu'il ne puisse pas chuter d'attente pour l'activité. Parce que si ça arriverait pour le Mali, je crois qu'ils vont payer très cher. Donc je souhaite aussi, et j'appelle tous les peuples africains, les panafricains qui soutiennent beaucoup le Mali aussi, de leur donner du courage et de donner le maximum de l'aide au Mali. Si aujourd'hui, le Mali se libère, tout l'Afrique de l'Ouest, la plus grande partie de l'Afrique vont se libérer par rapport aux Français. Donc merci beaucoup à tous ceux aussi pour l'Afrique.
et tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. Et je vous souhaite aussi du courage et de continuer comme ça et longue vie à vous tous. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous également. Messieurs, on va s'arrêter là pour les appels ce matin. Mon caquet, c'est vous qui aviez la parole. Oui, Steve, j'étais de disant que par rapport à cette question, oui, ce n'est pas parce qu'on a la peau noire et qu'on a un nom à consonance africaine et qu'on est même né en Afrique qu'on est africain. L'appartenance à une région, à un pays, à un continent, à une tribu, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Oui. On le ressent au fond de soi. C'est d'abord une question d'état d'esprit. Et je vais vous prendre un exemple éloquent pour vous dire qu'il y a aujourd'hui en France un candidat à la présidence française qui s'appelle Éric Zemmour. C'est un Algérien d'origine. Mais regardez avec quel hargne et quel acharnement. C'est-à-dire que sa réputation, sa renommée, qui lui permet même aujourd'hui de prétendre à la présidence française, c'est justement la haine. Il se dit pourtant juif. C'est un Algérien. Je dis bien c'est un Algérien. Il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Lui, il se dit juif. Il le déclare haut et fort sur tous les toits. Je dis, regardez avec quel acharnement il combat les Algériens et tous les autres pays autour. Les Africains. Ça dit que même les Français de souche n'ont pas cette haine viscérale contre les Africains et contre les étrangers. En fait, toute sa campagne, toute sa renommée, il la doit à sa haine, n'est-ce pas, contre les Africains et les Arabes. Vous savez que l'Algérie, c'est un pays africain, il y a dominance après dominance musulmane. Et donc, c'est pour vous dire que dans son état d'esprit, c'est un Français. Il est même plus français que De Gaulle, il est plus français que les Français de souche. Donc vous avez des Africains, quand vous suiviez quelqu'un comme, comment vous l'appelez, Léon Bas, dire tout Gabonais a deux patries, le Gabon et la France. Et il disait aux Français, quand vous êtes au Gabon, sentez-vous chez vous. Quand vous avez des gens comme ça, n'attendez pas. On a des Léon Bas comme ça sur le territoire africain. Ils sont nombreux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'on arrive à un moment, qu'on remette, n'est-ce pas, au goût du jour, le message du très prophète, moi je l'appelle prophète Bob Marley, qui disait, pendant combien de temps encore est-ce que nous allons les regarder tuer nos prophètes et nous allons nous asseoir pour les regarder? Ça n'a pas de sens. Il faudrait que les Africains comprennent que tous ceux, les ennemis internes, sont plus dangereux que les ennemis externes. Je vous ai toujours dit, l'esclavage n'a pas réussi parce que les Blancs étaient trop forts. Mais c'est tout simplement parce que quand les négriers arrivaient, ils érigeaient leurs tentes et puis ils allaient voir les chefs du village qui eux aussi envoyaient leurs braves guerriers à la chasse de leurs propres frères. Voilà ce qui a fait le succès de l'esclavage. La colonisation a réussi justement parce qu'il y avait des collabos. Les colons s'appuyaient sur des collabos, les ennemis, n'est-ce pas, de l'Afrique, les ennemis internes, les ennemis endogènes. Ce sont eux qui sont le bras séculier et qui donnent beaucoup de force. Imaginez-vous si les Français n'avaient pas un Ouattara dans la sous-région, n'avaient pas des Boubou Cissé. C'est qu'ils ont de la peine à réussir. La preuve, c'est que depuis qu'on a dégagé Ibeka, on a dégagé Bandao, on a dégagé tous ces traîtres-là, tous ces collabos-là. Vous croyez que Assimi Goïta peut signer une lettre à la France aujourd'hui? Vous avez vu qu'il agit exactement dans le sens contraire, c'est pour ça qu'il est très détesté. Vous avez vu qu'il a empêché aux Danois de rester sous le sol. Ils sont arrivés, il leur a dit partez. Et depuis qu'ils sont partis, mais le Mali n'est pas tombé pour autant. Qu'est-ce que ça? On ne parle plus de terroristes. On ne parle plus de terroristes. Vous avez vu avec quelle vitesse, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'armée, les FAMA, ça c'est l'armée malienne, les forces de défense maliennes, avec quelle vitesse ils engrangent des victoires justement dans la lutte contre le terrorisme. Ce que les Français n'ont pas pu faire en 9 ans. Eux, ils sont en train de réussir cela en quelques Non, même jamais tué un seul djihadiste.
Ben, j'avoue que depuis qu'ils sont acculés, qu'on leur demande de partir, maintenant, quand vous ouvrez RFI et France 24, ce ne sont que leurs exploits. Ils ont tué 40 terroristes au Bénin, ils en ont tué 60 au Burkina Faso, ils ont tué même le Niger. Au Niger, ils en tuent un peu partout maintenant. Mais depuis 9 ans, on ne les voyait pas. Et donc, c'est pour vous dire que nous, les Africains, nous devons apprendre d'abord à nous ériger contre eux. On ne doit pas les tolérer. Parce que parfois, quand tu dis ça, on a l'impression que tu jettes les gens à l'avenue populaire. Les ennemis internes, les ennemis endogènes sont plus dangereux et plus nocifs. Imaginez-vous, si vous avez quelqu'un chez vous, même s'il n'a que 5 ans, mais si c'est lui, quand vous dormez, qui doit passer la clé au voleur à l'extérieur, vous n'êtes pas en sécurité. Du tout. C'est pour ça qu'il faut d'abord vous débarrasser de lui. Ne tenez pas compte si c'est votre frère, votre fils, votre neveu. Si vous avez l'intime conviction que c'est lui qui passe la clé, c'est lui qui donne l'information, c'est lui qui dit où se trouve votre coffre-fort, c'est lui qui dit où vous avez gardé votre trésor. Si c'est lui, tant qu'il joue ce rôle-là, vous ne serez jamais en sécurité. Fermez, changez les serrures, fermez votre porte à double V. Vous ne serez jamais en sécurité. Et donc nous avons en Afrique une race de personnes. Ceux-là qui ont justement permis à l'esclavage de s'installer durablement pendant des siècles, les mêmes comportements ont permis également à la colonisation de s'installer pendant tout un siècle, et aujourd'hui, les mêmes permettent à la néocolonisation de s'installer. Et donc, c'est de ceux-là dont on doit se débarrasser en premier. Il faut combattre les ennemis internes. Ils sont nombreux. Malheureusement, ils ont la peau bien plus mélaninée que la tienne et la mienne. Ils ont des noms à consonance africains. Ils s'appellent Ouattara, ils s'appellent Boubou Cissé. Ce ne sont pas des noms occidentaux. Ils s'appellent Bazoum. Ah, ça, j'allais oublier. Ils s'appellent... Alors, ces gens-là, nous devons apprendre à nous débarrasser. Je voudrais dire pour chuter ce matin que j'ai encore eu l'occasion de me rendre compte que Ouattara, c'est un piètre économiste. Il ne l'a jamais été. C'est un idiot. C'est une idiotie faite homme, faite être humain, tout simplement. C'est de l'idiotie faite chair. Parce que lorsque vous êtes président de la République, vous êtes supposé avoir toutes les données, qui plus est économiste, et que vous osez dire que la Russie c'est la 11e puissance mondiale. Mais il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes nul de chez nul. Vous comprenez rien, absolument rien. C'est que vous êtes nul de chez nul. Vous comprenez rien même en économie. Vous n'avez même pas les données statistiques de l'économie mondiale. Alors, sa France est quantième puissance aujourd'hui dans le monde. Parce que c'était une façon de dire notre seul sauveur, c'est la France. Parce que tout le combat qu'il mène, c'est pour livrer le Mali et tout le Sahel, n'est-ce pas, sur un plateau d'or à la France. C'est beau frère. Ah, c'est beau frère. C'est tout ce qu'il est en train de Terminons de mon côté. Et donc, voilà quelqu'un qui ose traiter tout un peuple d'idiot et d'ignorant, alors qu'il fait preuve d'une ignorance criarde. Il fait preuve d'une ignorance qui fait pâlir tous les démons de l'enfer. Mais dis donc, ça donne envie de gerber tout simplement. Merci Edmond Kuati. Voilà. Albert Latoula ici par cet audio de Boubou Cissé d'Alassane Dramane Ouattara. Ce qui se disait sur Alassane Dramane Ouattara est désormais visible, palpable, touchable, et que tout le monde aujourd'hui est au courant. Je vais dire 3 choses. La première, Ernesto Che Guevara avait l'habitude de dire que lorsque vous engagez un peuple dans la lutte, mettez dans votre main 10 balles. 9 pour les ennemis de l'intérieur, 1 pour les ennemis de l'extérieur, parce que l'ennemi de l'intérieur ne peut agir que lorsque les ennemis de l'intérieur lui ont ouvert la porte. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que avec Macron à la présidente tournante de l'Union européenne, on va connaître quelques secousses pendant les 6 mois qu'il va rester là-bas. Le Sahel va connaître quelques secousses. En espérant qu'il restera 6 mois, parce que la présidentielle française, c'est en avril. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas encore déclaré sa candidature. Mais c'est un secret du polichinelle. Donc, en tout cas, c'est... Plus que 2 mois, Albert Latoula ici. Bon, ça va quand même être très compliqué. Voilà. Comme je l'ai dit, je voulais quand même rappeler 2 choses. L'oligarchie politique française dit qu'ils sont venus au Mali à l'appel
des autorités, n'est-ce pas? Des autorités maliennes. Maintenant, du fait des résultats qui n'ont pas suivi les engagements pris, les autorités leur disent partez. Pourquoi ils ne partent pas? Attendez, c'est aussi simple que ça, non? Oui. C'est une simple logique. C'est-à-dire que vous êtes venus parce que je vous ai appelé. Nous avions un engagement, d'accord, parti pris. Maintenant, cet engagement n'a pas été tenu. Je vous demande de partir. Vous ne voulez pas partir, pourquoi? C'est logique. Troisième chose, je sors par là. Je pense qu'aujourd'hui, pardon, tous les autorités maliennes ont tous les quatre amants. Ils ont toutes les raisons de pouvoir s'engager dans la dynamique qu'ils ont prise, qui est irréversible de notre point de vue et que nous saluons. Tenez, il y a un document qui circule, je crois que je vous ai envoyé ce document. C'est-à-dire que lorsque l'armée française commet une bavure sur le sol malien, elle ne comptable de rien du tout. N'est-ce pas? Elle ne comptable de rien du tout. Raison pour laquelle il s'agit là d'un document qui tire ses origines des accords de défense que l'État malien a en train de dénoncer ce jour. Et ces accords de défense, lesquels accords de défense ont été signés d'une part, la France, l'ancien Dahomey, qui est de l'actuel Bénin, oui. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et les autres, hein, y compris. Alors, lorsque donc un soldat français tue, n'est-ce pas, 3 ou 4, ou même viole les enfants, n'est-ce pas, maliens, non, il est couvert par l'immunité diplomatique. Vous voulez donc qu'on continue à fonctionner sur ce logiciel auquel il faut ajouter le premier élément que j'ai convoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'engagement qui ne suit, je veux dire les résultats qui ne suivent pas l'engagement pris. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est clair que sur le continent africain, comme ça d'ailleurs tu as existé, n'est-ce pas, dans les mouvements, dans les luttes, dans les moments de libération, dans les luttes, dans les dynamiques de la lutte, des luttes, je veux dire, il y a toujours eu des traîtres. Et il y aura toujours des traîtres. Mais le problème, c'est que comment est-ce qu'on les traite? Par le passé, on les bannissait, mais je pense qu'il est temps que dans le changement de notre conception, n'est-ce pas, des projets politiques, que nous commencions à les traiter autrement. Merci Albert. C'est-à-dire qu'on les traite comment? On ne les bannit plus. C'est-à-dire qu'on les exécute. C'est mieux comme ça. Vous savez, il faut que dans la perspective d'une autre dynamique politique, il faut qu'on s'inscrive au communisme. Merci Albert Anatole ici. Herman Moussinga, vous avez le mot de fin ce matin, plus que 3 minutes pour sortir cette édition. Oui, merci. Il faut dire que, il faut également le rappeler, hein, que l'asphyxie, on constate au fil des jours que l'asphyxie dont faisait état le Boubou Cissé et Alassane Draman Ouattara, certainement, ils ne comprennent pas eux-mêmes, que ce soit Alassane Ouattara, que cette situation, les sanctions de la CEDEAO sont en train de pénaliser même les pays de la CEDEAO. Parce que même la Côte d'Ivoire souffre de ces sanctions aujourd'hui. Beaucoup de structures sont pratiquement paralysées. Et il y a ce volet-là qui existe, mais il y a un autre volet dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne dit pas beaucoup. Parce que même ce volet financier, ce volet économique, qui certainement sera contourné dans les jours à venir par le gouvernement malien, il y a également un autre volet où l'on nous parle, je ne sais pas si à vérifier, des troupes ou d'une armée qui risque d'attaquer le Mali dans les prochains jours. On nous parle également d'une armée qui va partir d'un pays que je préfère ne pas encore citer, mais j'attire l'attention des autorités de ce pays, d'une armée forte d'Afrique, qui certainement va s'attaquer au Mali dans les prochains jours. Je pense que c'est encore une information à vérifier, mais s'il est avéré que cette information-là que nous avons est fondée, il faut faire attention.
Voilà pourquoi on parle toujours des Africains qui sont ennemis de l'Afrique. Alors, regardez un peu ce qui se passe. Sortons un peu du cadre du Mali. Au moment où l'Afrique se réveille, parce que c'est tout le continent africain, et particulièrement la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, qui est en mouvement. Vous n'avez pas constaté depuis quelque temps que le Bénin même fait l'objet du terrorisme ou alors du djihadisme depuis quelque temps, parce que Talon a changé de partenaire. Et le Bénin est en train de changer de visage. S'il vous plaît. Talon a changé de partenaire et le Bénin est en train de changer de visage. Voilà pourquoi depuis quelque temps... Là-bas aussi, on parle de terrorisme. Oui, on parle de terrorisme et on parle de plus en plus de morts. Depuis quelque temps. Alors, il faut également attirer l'attention du peuple béninois, des Béninois. Que la cible, c'est eux. Ils sont également dans le viseur. Ils font partie des pays ciblés pour changer la donne, pour continuer à évoluer sur le même principe, sur le même registre. Donc, moi, je dis, pour conclure, il est temps que les Africains se réveillent. Je pense que tout le monde l'a dit, et on ne cesse de le dire depuis des lustres, on le dit depuis des années. Il est temps que les Africains se réveillent et que la jeunesse africaine prenne conscience. Conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Moi, à un moment donné, j'ai cru que la troisième guerre allait partir de l'Afrique, mais attention, elle ne partira certainement pas de l'Afrique, mais elle partira d'ailleurs et permettra de libérer entièrement l'Afrique. Contrairement à l'image qu'on nous donne, que Macron était en Russie pour la situation... il était en Russie pour la situation de l'Ukraine. Non. C'était pas le sujet à l'ordre du jour. Oui, c'était le Mali. C'était l'Afrique de l'Ouest. Parce que ça bouge partout. Mais les Maliens sont conscients. On souhaite seulement et grandement que l'Afrique de l'Ouest, dans son entièreté, prenne également conscience et se retourne pour sa libération et son développement. Merci à vous, Emmanuel Moussingé, d'avoir été là ce matin. Merci. Merci à vous, Albert Lantola, ici. Je voudrais, tout à l'heure, l'Afrique, comme c'est pas ça, c'est une information que j'ai lue sur les réseaux sociaux, on parle de l'Afrique comme c'est pas ça, c'est pas cette force qui doit être mobilisée contre le Mali. Non. C'est plutôt la force africaine de la CEDEAO. Merci à vous également, Edmond Kouyaté, d'avoir été là ce matin. Il n'y aura aucune force qui va se mobiliser contre le Mali, ça je peux vous rassurer, parce qu'en interne, les pays se concertent et ils savent ce qui va se passer au Mali. Lorsque la Russie a mis pied quelque part, personne ne peut avoir le courage d'y aller. Ça, je peux vous en donner, je vous en donne ma parole. Vous avez vu que parmi les résolutions qu'ils avaient prises lors de leur réunion à la CEDEAO, il y avait justement cette force en attente là. Oui. Mais plus personne n'en parle. Parce que le lendemain, le représentant russe à l'ONU a fait une déclaration. Il était clair, il a dit quiconque attaque nos partenaires s'attaque à la Russie. Et il n'y a en ce moment, c'est-à-dire que si vous associez toutes les armées africaines, vous couplez à cela l'armée française, ils ne même l'OTAN. Vous ajoutez même à cela l'OTAN, ils vont mordre la poussière devant la Russie. Ça est déjà arrivé une fois, la Syrie nous a parlé, les Américains ont pris leur pied, ils ont fui, les autres Occidentaux ont fui, et aujourd'hui, on ne parle plus de la Syrie. Et donc, si Ouattara, dans sa folie meurtrière, veut aller s'attaquer aux Russes, qu'il ose donc mobiliser les troupes. En tout cas, les Nigérians ne les suivront pas, parce que quand on parle de la force en attente, les plus grosses troupes sur lesquelles on compte, c'est les forces nigérianes. Et donc, aujourd'hui, le Nigeria ne peut pas oser s'aventurer dans cette folie. C'est peine perdue, c'est oublié. Monsieur Macron, Monsieur Le Drian, partez du Mali, emballez vos clics et vos claques, quittez notre sol, nous n'en voulons plus. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette première édition de DBS Matin la semaine. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux d'ailleurs à nous suivre ce matin et même sur notre page Facebook DBS TV. Au plaisir de vous retrouver demain. Bon début de semaine à toutes et à tous et surtout bonne fête des amours, ou pour ne pas dire des amoureux. À vous également. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à toutes et à tous.